Bonjour chers étudiants, dans le cours intitulé Système d'exploitation 2, filière Sciences mathématiques et informatiques, semestre 4. Le deuxième chapitre, gestion des processus. Donc ce qu'on va voir dans ce chapitre, la notion des processus. Donc on va définir c'est quoi un processus, comment les processus sont créés, et surtout la partie ordonnancement des processus. Donc pour l'ordonnancement, bien sûr on va voir les deux types, notamment l'ordonnancement des processus classiques, et l'ordonnancement des processus non réels. Donc, un processus est un programme en cours d'exécution dans le processeur. Ça veut dire, au niveau, lorsque les applications démarrent, initialement, ils sont dans le disque. Donc, lorsque vous démarrez une application, les applications sont démarrées dans la RAM. À ce moment, le système d'exploitation, surtout la partie kernel du système d'exploitation, décompose l'application selon plusieurs processus. Donc, tel qu'un processus, c'est un petit programme qui se compose de plusieurs instructions qui ont en train de s'exécuter. Donc, je résume, toutes les applications doivent être décomposées à des processus afin de faciliter la gestion, surtout pour assurer le partage de temps et de ressources qu'on va avoir par la suite. Donc, la création d'un processus, comme on a dit, il est dû premièrement à l'exécution d'un appel système demandé par un processus, ou le lancement d'une application, mais surtout l'initialisation du système. Ça veut dire, lorsque vous démarrez votre système d'exploitation, il y a un système qui a un processus qui est un peu spécial, qui s'appelle init, qui démarre tous les processus. Donc ici, on parle de l'initialisation du système. Nous avons aussi l'initiation d'une tâche, ça veut dire lorsque vous lancez une commande ou une application derrière, derrière, ce sont des processus qui sont créés, et puis l'exécution d'un appel système demandé par un processus. Ce qu'on appelle la création des processus par un autre processus. Donc, il faut noter aussi que la création des processus, on peut créer des processus via un programme, ce qu'on appelle la programmation système, via la primitive fork au niveau de Linux, des systèmes Unix, et bien sûr les systèmes Linux. Donc, l'arrêt des processus se fait selon 4 méthodes. L'arrêt normal, ça veut dire que l'application ou le processus termine son exécution. Donc, on parle d'un arrêt normal volontaire. Arrêt avec une erreur qui est due au processus, notamment problème de mémoire, de réservation de mémoire, etc. Donc, c'est le processus qui termine son exécution, mais avec une erreur. On parle d'arrêt volontaire avec erreur. Et bien sûr, nous avons l'arrêt avec erreur fatale, c'est-à-dire involontaire. Et c'est le système qui arrête l'exécution du processus. Et sinon, on peut tuer carrément un processus à l'aide d'une commande telle que la commande kill. Donc là, on parle d'un arrêt involontaire du processus. Maintenant, aussi, le lien on a ce qu'on appelle l'hiérarchie des processus ou le lien de parenté. Ça veut dire lorsqu'un processus P crée un deuxième processus, on dit que le premier processus est le processus père du deuxième, tandis que le deuxième est le processus fils du premier. Là, ça s'appelle un lien de parenté. Il faut noter aussi qu'un processus fils, ça veut dire si un processus crée un deuxième processus, ce deuxième processus lui-même crée deux processus. Donc on parle de hiérarchie des processus, ça veut dire nous avons père, fils, et le fils devient un père, et ainsi de suite, ainsi de suite. Exemple de création de processus sur Linux, c'est le programme qui est à gauche. Donc ça, c'est le programme initial du père. Donc là, il faut voir la bibliothèque l'API signal.h. Donc c'est une bibliothèque qui est disponible sur Linux. Donc elle appartient aux API qui sont proposées par le système Linux. Maintenant, pour pouvoir créer un processus, nous devons utiliser la fonction fork, qui est expliquée tout à l'heure. Donc il va nous retourner un code qui permet d'identifier est-ce qu'on est dans le processus père ou fils. Maintenant, après l'exécution de fork, juste après l'exécution de fork, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la duplication du code. Ça veut dire quoi la duplication du code? Il va créer une copie de tout ce qui est après de fork, et cette copie va composer le code du processus fils. Donc à ce moment-là, nous avons deux processus, le père et le fils. Comment le processus fait pour partager le code? C'est très simple, c'est grâce à la valeur de la variable f. Donc ici, n'oubliez pas que nous avons deux programmes. Donc qui dit deux programmes dit deux valeurs de f. Dans la partie du fils, la valeur de f sera égale à 0. Tandis que dans la partie du père, la valeur de f sera supérieure à 0. Strictement supérieure à 0. Donc, les états des processus, on a parlé de la création, de l'arrêt et surtout de la programmation de la création d'un processus. Maintenant, on va parler d'une notion qui est très importante qui s'appelle les états des processus. Ça veut dire quoi? Qu'un processus initialement, une application initialement, il se trouve dans le disque. Une fois que vous démarrez vos applications, vous cliquez ou vous lancez sur une application, il est chargé dans la RAM. Ça s'appelle l'état prêt. Ça veut dire
de cette application qui est décomposée souvent en plusieurs processus, ces processus sont maintenant capables de s'exécuter, donc ils doivent accéder à l'état élu. Donc ils sont dans l'état prêt. Maintenant, lorsqu'ils accèdent le CPU, il devient en cours d'exécution ou l'état élu. Mais s'ils sont en train d'occuper une certaine entrée-sortie, telle que l'imprimante ou autre entrée-sortie, ils sont dans l'état bloqué. Donc il faut noter ici qu'un processus, il ne peut pas accéder à l'état élu, sauf s'il est déjà en état prêt. À partir de l'état élu, il peut devenir bloqué ou bien retourner l'état prêt. Mais si un processus il est dans l'entrée-sortie, il est dans une entrée-sortie, ça veut dire il est dans l'état bloqué, il ne peut pas accéder à l'état élu, sauf s'il passe via l'état prêt. Donc, la table des processus. La table des processus, c'est une structure qui est très intéressante, qui comporte toutes les informations sur le processus en cours d'exécution, tels que le temps d'exécution, l'emplacement du registre, la mémoire, la priorité, les attributs des processus qu'on va voir par la suite dans le chapitre suivant, parce qu'on va faire l'UTP, l'héritage, le passage des variables entre les processus père et fils, notamment la priorité, comme j'ai dit, les attributs des processus, surtout l'instant d'arrivée et le temps d'exécution. Donc, pour afficher la table des processus sur Linux, nous avons la commande ps-ef. Maintenant, on va parler d'un concept qui est très intéressant, qui s'appelle l'accès concurrent. D'ailleurs, n'oubliez pas que dans la majorité des systèmes modernes, ce sont des systèmes multitâches. Et ces systèmes fonctionnent généralement avec un seul CPU. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est assurer le multitâche. Le multitâche est assuré par ce qu'on appelle le partage de temps et de ressources. Parce que il faut noter que nous avons deux contraintes. La première contrainte, c'est que dans chaque instant, un seul processus peut accéder au CPU. On dit que pour exécuter un script ou une instruction, un processus doit forcément passer par le CPU. Donc, ce qui nous donne une notion très importante qui s'appelle la concurrence. Donc, la concurrence veut dire quoi? Que nous avons plusieurs processus dans l'état prêt et ces processus veulent accéder à l'état élu. Maintenant, comment le système d'exploitation gère ça? Il gère bien ce qu'on appelle une opération qui s'appelle l'ordonnancement. Ça veut dire quoi? Il va regrouper tous les processus qui veulent accéder à une ressource partagée, en particulier le processeur, selon une file d'attente. Cette file d'attente va préciser le processus qui va passer le premier, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, la question qui va se poser à ce stade, comment le système d'exploitation fait pour gérer l'ordonnancement? Donc, c'est très simple. L'ordonnancement, il est géré par ce qu'on appelle des techniques d'ordonnancement. Ces techniques ou ces algorithmes, ils dépendent du type de système. Donc, pour les systèmes classiques, ça veut dire quoi? Les systèmes usuels, tels que Windows, Linux, etc., nous avons des techniques qui sont utilisées, tandis que pour les systèmes tâches dépendants qui utilisent des tâches dépendantes et ceux qui utilisent des systèmes temps réel, nous avons d'autres types de techniques qu'on va traiter ultérieurement. Donc maintenant, avant de définir les techniques, nous allons définir la notion d'ordonnanceur. Un ordonnanceur, comme on a déjà défini dans le premier chapitre, donc le système d'exploitation est composé de plusieurs composantes, notamment le kernel ou le noyau. Le noyau, c'est le système d'exploitation le plus basique. Donc, ce système se compose de plusieurs boîtiers. Exemple, le boîtier gestion de mémoire, synchronisation, le boîtier qui permet de communiquer avec le matériel. Et nous avons un boîtier aussi qui s'appelle l'ordonnanceur. Cette boîte noire, l'ordonnanceur, c'est quoi? C'est une partie, bien sûr, c'est un ensemble de programmes dont le rôle est la gestion des processus, notamment la création des processus, la gestion de la table des processus, mais aussi l'ordonnancement. Donc, un algorithme d'ordonnancement, c'est une technique qui est utilisée pour assurer l'ordonnancement des processus. Nous avons à ce stade, au niveau de l'ordonnancement classique, deux types, non préemptif et préemptif. Les techniques non préemptives, c'est-à-dire quoi? Que le processus, lorsqu'il accède à une ressource, il va y rester jusqu'à ce qu'il termine son exécution, sans interruption, tandis que les techniques préemptives, l'ordonnanceur, il peut réquisitionner la ressource après qu'il dépasse un certain moment qui s'appelle le continu. Donc, les objectifs de l'ordonnancement pour tous les systèmes, il doit assurer l'équité et l'équilibre. Pour les systèmes de traitement par l'eau, il doit assurer la capacité de trait, le délai de rotation et surtout le temps d'utilisation du processeur. Pour les systèmes interactifs, en fait, ils doivent assurer un temps de réponse, optimiser le temps de réponse. Et pour les systèmes temps réel, il doit assurer deux choses très essentielles, notamment le respect du délai critique et la prévisibilité. Le rôle d'un ordonnanceur, c'est optimiser 4 indicateurs, notamment le taux d'utilisation de l'unité centrale, le débit, le temps de traitement moyen, le temps de traitement total et le temps de réponse maximum. Il faut noter ici que le critère le plus important, c'est le temps de traitement moyen. D'ailleurs, c'est le critère qu'on va utiliser
et les sélectionner les tâches, les techniques d'ordonnancement dans une situation particulière. Donc, ce critère se base sur le calcul du temps d'exécution des processus lors de l'assignation. Donc, je répète, l'emplacement de l'ordonnanceur se trouve entre l'état prêt et l'état élu. Donc, physiquement, comme j'ai dit, une application initialement se trouve dans le disque. Une fois que vous démarrez l'application, il est chargé dans la mémoire et est composé selon des processus. Ces processus deviennent des processus concurrents avec les autres processus qui existent, entre eux et avec les autres processus qui existent. Donc maintenant, pour pouvoir accéder au CPU, ils doivent passer par la file d'attente. Donc la file d'attente se trouve ici. Physiquement, il se trouve au niveau de la mémoire principale pour choisir les processus qui vont accéder au processeur. Donc maintenant, on va définir l'assignation. C'est ce qu'on cherche de faire. L'assignation, c'est quoi? C'est une présentation graphique de l'exécution des processus avec une technique d'ordonnancement. Donc on va utiliser le diagramme de Gantt. Donc exemple, on va définir ce qu'on appelle le tableau des tâches. C'est un tableau qui comporte la liste des tâches qui veulent s'exécuter. Avec le taux I, c'est le temps d'exécution nécessaire pour chaque tâche, et le TI, c'est l'instant du début de chaque tâche. Donc ici, nous avons un exemple de diagramme de Gantt. Donc ici, vous avez le schéma temporel, 0, 1, 2, 3, c'est l'évolution du temps. Les ressources, parce que c'est un système qui se compose de deux processeurs, donc nous avons deux ressources. Et ici, nous avons les tâches qui vont s'exécuter selon le schéma temporel et selon l'ordre d'arrivée. Donc maintenant, on va présenter les tâches. Nous avons, comme on a dit pour les tâches classiques, nous avons les tâches indépendantes. Pour les tâches indépendantes, nous avons plusieurs techniques. La première technique utilisée, c'est le FIFO. Ça veut dire que le premier arrivé, premier servi. Et la deuxième technique, c'est le PCTE qui donne la priorité aux tâches qui ont besoin de moins de temps. Donc, prenons un exemple avec le FIFO. Donc, soit les tâches suivantes, nous avons T1, T2, T3. Donc, T1 a besoin de 30 unités de temps pour s'exécuter. On dit que T2 a besoin de 5 unités de temps pour s'exécuter. Et le T3, 2. Donc, on a dit premier arrivé, premier servi. Donc, T1 arrive à l'instant 0. Donc, il sera la première à s'exécuter, suivi de T2, suivi de T3. Maintenant, tout à l'heure, on a parlé du temps de traitement moyen, comme c'est un indicateur qui est très important pour estimer la rapidité de la technique. Donc, le temps de traitement moyen, comment il est calculé, c'est très simple. On fait la sommation des différents processus en prenant en considération le temps de fin de chaque processus et le temps de début. Par exemple, ici, nous avons 30 moins 0. 0, c'est le temps d'arrivée. Le deuxième processus, il a terminé à l'instant 35. Donc, il a commencé il est arrivé à l'instant 1. Donc, on va faire 35 moins 1. Pour la troisième tâche, T3, on va faire, il est arrivé à l'instant 2. Il a terminé réellement l'exécution à l'instant 37. Donc, on va faire 37 moins 2. On divise sur 3, c'est le nombre de processus. Donc, ça va nous donner une valeur presque égale à 30. Donc, maintenant, revenons à la deuxième technique, le PCTE. Donc, le PCTE, comme on a dit, c'est une technique d'ordonnancement classique non préemptif. Il se base sur le temps d'exécution. Ça veut dire la tâche qui a besoin de moins de temps, elle est la plus prioritaire. Donc, prenons l'exemple suivant, T1, T2, T3. Donc, à l'instant 0, nous avons une seule tâche, donc on n'a pas le choix. C'est T1 qui va s'exécuter de 0 à 10, tandis qu'à l'instant 10, nous avons T2 qui arrive, T3 qui arrive, et T4 arrive. Maintenant, quelle tâche, à votre avis, sera exécutée? Bien sûr, c'est la quatrième. Pourquoi? Parce que T4, il a besoin juste de 3. C'est inférieur à 5 et c'est inférieur à 15. Donc T4, suivi de T2, c'est 5 et suivi de T3, qui est égal à 15. Donc, bien sûr, le temps de traitement moyen, c'est 10 moins 0, 13 moins 4, parce que T4 est arrivé à l'instant 4, T2, 18 moins 2, et T3, 33 moins 3. 3 qui est l'instant d'arrivée, et ça nous fait, divisé sur 4, qui est le nombre de processus, ça nous fait 4. Maintenant, ces deux techniques qu'on a vues maintenant, ce sont des techniques non préemptives. Ça veut dire, vous avez remarqué, lorsque T1 accède, il termine son exécution. Réellement, pour assurer le vrai multitâche, nous devons utiliser des techniques préemptives. C'est-à-dire, le système pose un certain délai. Si une tâche dépasse ce délai, le système va réquisitionner la ressource. Donc, les deux exemples de deux techniques préemptives, nous avons le tourniquet. C'est le FIFO plus un quantium. Tel qu'un quantium, c'est le délai à ne pas dépasser. Et le PCTR, c'est quoi? C'est le plus court temps d'exécution restant. Ça veut dire c'est le PCTE plus un quantium. Donc, prenons un exemple avec le tourniquet, soit les tâches suivantes, 30,
T2, T1, 30, et qui arrive à l'instant 0, il a besoin de 30 unités. T2, qui arrive à l'instant 1, il a besoin de 5. Et T3, qui arrive à l'instant. Normalement, avec le FIFO, T1 va s'exécuter de 0 à 30. Or ici, non. Vu que le quantium est égal à 1, donc le T1 va s'exécuter de 0 à 1. Il va donner le droit à T2, ensuite T3, ensuite T2, ensuite T1, ensuite T2, ensuite T3. T3, vu que T3 il a besoin de 2 unités de temps, donc il va s'exécuter juste 2 fois. Tandis que T2 il a besoin de 5, vous remarquez cette couleur, il va s'exécuter 5 fois. Tandis que T1 va s'exécuter 30 fois. Mais ici, une fois il dépasse le délai, le quantium, le système d'exploitation réquisitionne la ressource pour permettre aux autres procès de s'exécuter, ce qui donne plus d'éthique, plus d'équilibre et plus d'équilibre au niveau de l'utilisation du processeur. Donc, la deuxième technique, c'est le PCTR. Le PCTR, c'est quoi? C'est le PCTE qu'on a déjà défini, ça veut dire la tâche qui a besoin de moins de temps et les plus prioritaires avec un quantium. Donc, prenons cet exemple. Nous avons 4 processus, T1, T2, T3, T4. Et les 4 processus arrivent 0 à l'instant 0, T2, 2, T3, 4, et T4 arrive à l'instant 5. Donc, à l'instant 0, bien sûr, c'est T1 qui va s'exécuter, mais jusqu'à 2, non pas 7. Pourquoi? Parce que nous avons un ensemble de quantium. Donc, jusqu'à 2. Ensuite, T2, parce qu'il arrive à l'instant 2. Parce que c'est vrai que T3, il a besoin de 1, mais il arrive jusqu'à l'instant 4. C'est-à-dire, à l'instant 2, nous avons que T1 et T2. Donc, à l'instant 4, nous avons T3, il va s'exécuter, ensuite T2, ensuite T4, ensuite T1. Donc, voilà pour l'ordonnancement classique. On va faire un exemple, en fait, pour pouvoir voir plus clair ce type d'ordonnancement. Remarquons ici que nous avons 4 processus. Ici, nous avons 2 ressources. La première ressource, c'est le CPU. La deuxième ressource, c'est l'entrée-sortie. D'ailleurs, c'est expliqué ici. X, c'est le temps de séjour dans le CPU, tandis que Y, c'est le temps de séjour dans l'entrée-sortie. Donc, on pose que le quantium est égal à 2. Commençons par le FIFO. Par le FIFO, je pense qu'il n'y a pas de problème. PA, suivi de PV, suivi de PC, suivi de PD. Bien sûr, une fois un processus termine, donc vous avez PA, B, C et D. Une fois un processus termine une ressource, il passe à la deuxième ressource. Il faut noter ici qu'un processus ne peut pas être dans 2 ressources en même temps. Vous remarquez, PA termine le CPU, ensuite elle accède l'entrée-sortie. De même pour B, de même pour C et de même pour D. Vous remarquez ici que même si D par exemple, il demande l'entrée-sortie à l'instant 8 parce qu'il termine à l'instant 8, il est obligé d'attendre la fin de PC vu qu'on a une seule ressource qui est disponible. Avec le PCTE, on aura la même chose. La seule différence, c'est au niveau du 4e instant. Vous remarquez avec le FIFO, ici il y a le C. Bien sûr, le C, il demande plus, il a besoin de temps plus que le D, donc c'est le D qui va commencer avant le C, c'est ici. Donc c'est la seule différence, sinon l'exécution va s'exécuter de la même manière. Avec le tourniquet, on va considérer le quantium qui est égal à 2. Donc un processus ne peut pas dépasser 2 instants, ce qui va retarder le PA. Vous remarquez ici le PA. Il ne va pas accéder le CPU, pourquoi? Parce que l'entrée-sortie, parce qu'il a besoin de 3 unités de temps. Donc il est obligé de revenir dans la file d'attente. Donc B va s'exécuter. Donc maintenant, on a C et A arrivent au même instant, à l'instant 2. Donc on va faire exécuter A parce que si on a égalité, on revient le plus petit indice. Ensuite le C, ensuite le D, ensuite le C. On a le même problème avec C. Il va s'exécuter de 4 à 6, mais il ne peut pas dépasser ces 3 unités. Donc il va laisser la main à D. Ensuite il va se réexécuter. Donc, voilà pour les techniques d'ordonnancement classiques. Maintenant, on va passer au deuxième type, qui sont les tâches indépendantes. Ici, la contrainte que nous avons, c'est quoi? Qu'une tâche, pour s'exécuter, il doit attendre l'exécution de la tâche précédente. Notion de dépendant. Donc, une tâche ne peut pas s'exécuter, sauf si toutes les tâches dont il dépend sont exécutées. Donc, c'est une assignation plus complexe, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on a la notion de dépendance. Donc, nous avons plusieurs cas existent, on se restreint au suivant. Le système de tâches est réduit à un ensemble de chaînes s'exécutant en parallèle. On va voir, chaque tâche est décomposée à plusieurs sous-tâches. Et le nombre total de tâches, c'est N, qu'on va voir dans l'exemple. Et puis, à l'instant 0, on suppose que toutes les tâches arrivent au même instant. On ne va pas prendre en plusieurs instants la notion de temps. Donc, prenons l'exemple suivant pour comprendre. Soit les 2 tâches composites, T1 et T2, telles que T1 se compose de 5 sous-tâches. Maintenant,
La dépendance s'explique ici. Par exemple, prenons la sous-tâche 3. Cette tâche ne peut pas s'exécuter, sauf si la deuxième tâche s'exécute, et cette tâche ne peut pas s'exécuter, sauf si la première s'exécute. Maintenant, donc on a l'ordre d'exécution. Le 1 doit s'exécuter obligatoirement avant le 2, qui doit s'exécuter avant le 3, qui doit s'exécuter avant le 4, ainsi devant le 5. Et de même pour C1. Maintenant, on va calculer le temps de traitement moyen pour chaque sous-tâche. Prenons l'exemple de 2. Qu'est-ce qu'on a dit pour T22 par exemple? Pour que T22 s'exécute, on doit exécuter là T11. Donc il nous donne quoi? Que pour le temps de traitement de 2, c'est quoi? C'est 6 pour 2, mais au plus le 9 qui est pour le 1 qui est divisé sur 2. Ça nous donne 7,5. Prenons par exemple pour le 3. Pour calculer pour le temps de traitement de T3, c'est quoi? C'est 3 plus 6 plus 9 divisé sur 3. Pourquoi 3? Parce qu'on a 3 sous-tâches, ça nous donne 18. Maintenant, prenons T3. Allez-y. Pour calculer le temps moyen de la troisième sous-tâche de T2, c'est quoi? C'est 3, c'est 9, plus 6, plus 3, divisé sur 3, ça nous donne 6. Maintenant, l'ordonnancement, comment il se fait? C'est très simple. La première des choses, on va mettre ce qu'on appelle le tableau de l'ordonnancement moyen. C'est ça. Donc, ce tableau comporte le temps minimum des traitements. Donc, la technique, la technique d'ordonnancement pour les tâches dépendantes, ça s'appelle le temps de traitement moyen minimum. Donc, à partir du moment où on peut comprendre le principe, c'est très simple. Donc, on va mettre toutes les tâches et avec leur temps d'exécution, on va sélectionner à chaque fois, pour chaque itération, on va sélectionner la tâche qui a besoin de moins de temps. Par exemple, prenons l'exemple suivant ici. Donc, la tâche qui a besoin de moins de temps, c'est la deuxième sous-tâche de C2. Ça veut dire que c'est là. C'est bon, c'est 2.5. Mais pour exécuter la deuxième sous-tâche de C2, on est obligé d'exécuter la première. Donc, obligatoirement, l'assignation va devenir quoi? T2.1, T2.2. Donc, on a exécuté ça. On va passer à la deuxième itération. Vous remarquez, on a déjà exécuté. Donc, normalement, ici, nous devons avoir 13, non pas 4. Donc, revenons à la même itération. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? On va refaire la même chose. Nous allons voir le quatrième ici. Donc, le plus petit temps ici, c'est combien? C'est 4,33. C'est 4,33. Donc, c'est la troisième sous-tâche de ces 3. Donc, c'est celle-là. Et pour exécuter celle-là, nous devons exécuter celle-là et celle-là. Donc, ça nous donne T3.1, T3.2, T3.3. On répète le même calcul. Ici, c'est quoi le plus petit temps? C'est 5,75. C'est la quatrième sous-tâche de C1. Donc, on va refaire la même chose. On va exécuter, pour exécuter celle-là, on doit exécuter le C1.1, le T1.2, le T1.3, ensuite le T1.4. Et puis, on va revenir. Et si vous remarquez, on a égalité entre C1.5 et C1 et C3. Donc, on va revenir le plus petit indice. Donc, ça nous fait le C1 qui va s'exécuter à la première. Voilà. Donc, nous aurons le T1.4. Ensuite, le T2.3. Et bien sûr, c'est la dernière, c'est le T3.4. Et la dernière sous-tâche, c'est la T2.3. Donc, voilà pour l'ordonnancement des tâches dépendantes. Donc, avant de continuer, on va poser certaines questions. La première question, c'est quoi la différence entre l'algorithme temps moyen et tourniquet? Bien sûr, la différence, c'est au niveau des types de tâches. Le tourniquet est destiné pour les tâches classiques indépendantes, tandis que l'algorithme de temps moyen, il est destiné pour les tâches dépendantes. Comment estimer la rapidité d'une technique d'ordonnancement dans un cas d'utilisation particulier? Bon, ça dépend en utilisant le critère du temps de traitement moyen. Il faut calculer le temps de traitement moyen pour toutes les tâches et puis pour toutes les techniques d'ordonnancement. Et puis, on va dire que la technique la plus rapide, c'est la technique qui a le temps de traitement moyen le plus petit. Maintenant, il nous reste le dernier type, c'est l'ordonnancement des tâches temps réel. Le temps réel, c'est quoi? Le temps réel, c'est un type de système qui est un peu particulier. Il dépend de deux choses. L'exécution du temps, c'est-à-dire une tâche doit s'exécuter correctement, mais surtout, il doit respecter le délai critique. Prenons l'exemple d'un robot, par exemple. Un système embarqué dans un robot. Le robot, il est en train d'avancer, par exemple. Il doit détecter à chaque instant l'obstacle. Donc, le système doit être capable de détecter l'obstacle et de faire le traitement avant que le robot atteigne l'obstacle pour éviter un problème. Donc maintenant, pour pouvoir gérer les tâches temps réel, nous devons définir 4-5 indicateurs. Le premier indicateur, c'est la date du début de l'exécution. On va noter ça S.
Ensuite, la date de la fin de l'exécution, on va noter E. Et le délai critique qu'on ne doit pas dépasser, il est noté D. Et le C, c'est la durée d'exécution. Et le T, c'est la période. Maintenant, pour faciliter, on va poser toujours E est égal à 0. Donc, on doit définir juste le D, le délai critique. Le C, le temps d'exécution et la période. Maintenant, généralement, les systèmes pareils, ce sont des systèmes périodiques. Ça veut dire quoi? Ils s'exécutent une seule fois dans chaque période. Donc, ils sont répétitifs. Maintenant, pour assurer l'ordonnabilité, on est obligé de travailler sur un intervalle d'études. On est obligé d'utiliser un intervalle d'études. L'intervalle d'études, généralement, c'est le PPCM de toutes les périodes. Par exemple, si on a 5, 10, 20, le PPCM entre les 4, c'est 20, donc on va utiliser le 20. Donc, la première technique, c'est le DMA. Le DMA, c'est très simple. C'est basé sur le délai critique. Ça veut dire une tâche de plus petit délai critique est la plus prioritaire. Donc, c'est-à-dire on a 3 tâches. On va donner la priorité à la tâche qui a besoin de moins qui est dans le délai critique le plus petit. La séance prochaine, on va discuter la notion de priorité des processus et la communication entre les processus. Merci pour votre écoute.